Je vais continuer sur la lancée de ce qui a été dit précédemment, en fait sur le titre tout à fait intéressant qu'on a essayé dans lequel on a essayé de rassembler les réseaux, les technologies, les régions, la région et la perspective de la région autour de l'innovation et de l'industrie. Trois mots et trois moments pour accompagner ce colloque en fait en introduction avec l'œuvre de Lucien Sfez. Trois mots qui, à mon avis, nous permettront, permettront d'articuler trois moments pour réorganiser ou organiser la relation entre réseau, innovation et région. Le premier mot, c'est le mot local, et qui montre en fait que ce colloque se situe à la fois dans une filiation, mais aussi dans une filiation d'une pensée anticipatrice, qui est celle de Lucien Sfez, puisque ce colloque, en fait, le premier colloque auquel il était fait référence tout à l'heure, c'est un colloque sur l'objet local en 75. Donc le mot local, en fait, il est important pour aborder avec Sfez une interrogation sur la notion de centre comme lieu majeur de la politique. On trouve là une préoccupation qui reviendra dans plusieurs de ses textes depuis 75. C'est donc un objet sur lequel il y a à dire, et nous allons essayer d'en dire des choses pendant 2 jours sur cet objet un peu, je ne sais pas si c'est un non identifié ou un snark comme tout à l'heure, mais c'est un objet complexe et c'est un objet qui répond évidemment à, disons, la perspective de la mondialisation actuelle du global. Le deuxième mot important, en fait, c'est l'idée, c'est un concept, c'est la politique éclatée. En fait, grâce à cette interrogation de l'objet local sur le centre, en fait, Lucien Sfez a produit évidemment un concept qui est celui de politique éclatée, qui permet de penser la différence entre le pouvoir politique et la décision. Autrement dit, entre le pouvoir et l'administration. Cette réflexion a été déjà amorcée dans un ouvrage qu'il avait consacré en 1970 sur l'administration prospective. Et au tournant des années 70, il envisageait déjà des réformes de l'État et d'associer à l'administration, qui est en fait le mot qu'on y associait historiquement, c'est le mot bureaucratie, le mot prospective inscrivait cette démarche, disons, dans une école française de la prospective qu'il faudrait aujourd'hui probablement, autour de Gaston Berger et d'autres, réactualiser pour donner des lignes disons, d'orientation à l'innovation. Cette politique éclatée a été d'ailleurs thématisée et théorisée dans un ouvrage qui s'appelle La politique symbolique, sur lequel je redirai 2 mots tout à l'heure. Troisième chose qui va nous aider probablement à penser la relation entre réseau, région et innovation, c'est un concept, cette fois-ci, mais qui est une invention, un terme que Lucien Sfez avait fait dans un ouvrage plus tardif, qui est le mot innovation. L'innovation, en fait, c'est un terme que l'on trouve dans technique et idéologie pour penser l'écart entre la technique et l'imaginaire dans le cadre d'un modèle d'innovation où la technique ne peut être instituante. C'est-à-dire qu'en fait, le discours de la technique ne peut suffire à lui-même. Les techniques, ça a été dit tout à l'heure, l'innovation est aussi sociale. L'innovation, c'est donc quoi? Un mixte d'invention et d'innovation qui en fait se situe au croisement d'un modèle qui doit, à mon avis, revenir sur le modèle aujourd'hui assez largement dominant d'une innovation destructrice pensée selon, disons, la grande pensée de Schumpeter, pour aller véritablement vers un autre type d'innovation que François Pérou appelait, dans les années 70 aussi, l'innovation, enfin, une création collective. L'idée, ça serait, je pense, l'orientation de ce travail, disons de colloque, d'essayer de penser collectivement un modèle pour les clusters qui renouvelle évidemment la question de l'innovation qui est centrale. Alors donc avec ces trois mots, il est clair qu'on a déjà disons une orientation, des outils qui sont peut-être des leviers pour pratiquer ce que Sfez appelle une politique symbolique, on dirait aujourd'hui peut-être une stratégie qui nous amènerait vers cette nouvelle conception de l'innovation. Alors, disons, Sfez dit 2 choses. Pour organiser cette politique symbolique, eh bien, il faut une fabrication d'images et de récits, et ça c'est un premier point, et il faut une opération de coupure-réunification. Ces 2 opérations font émerger une reconfiguration nouvelle de l'objet local à l'heure des réseaux aujourd'hui. Donc à la fois la nécessité de produire un récit et des images, mais aussi de produire une opération de coupure dans laquelle évidemment le local doit se repenser avec des modes de réunification, disons spatiale, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. L'idée de cette
configuration nouvelle doit proposer des pistes de ce qu'il appelait autrefois une guérison ou encore une pharmacologie, qui disait-il, est forcément transitoire, en lien forcément aussi avec l'éclat de l'histoire institutionnelle et sociale des temps présents. Il me semble que cette phrase, l'éclat de l'histoire institutionnelle et sociale des temps présents, résonne en nous. Deux points qui permettraient d'organiser cette opération dont parlait Lucien Sfez, cette opération comme politique symbolique. Premier point, c'est ce que j'appellerais le redimensionnement du local et son intégration dans le global. L'idée de redimensionnement est fondamentale et nous aurons à y penser, disons, les termes de cette dimension, de cette mesure dans tous les sens, en lien d'ailleurs avec la signification profonde du mot mesurer. Que mesure-t-on? Comment le mesure-t-on? Avec quel effet? Comment articule-t-on les logiques de quantité aux logiques de qualité? Voilà des choses qui sont très importantes. Deuxième point, dans cette opération de réunification, coupure symbolique et de production d'un récit à travers la mise en œuvre d'une nouvelle, disons, théorie ou doctrine, entre guillemets, de l'innovation qui soit post-schumpeterienne, qui soit donc une innovation créatrice ou collective. Le deuxième point, c'est d'envisager le local comme un laboratoire d'un modèle de développement soutenable et je dirais même, pourquoi pas, harmonieux. Harmonieux, ce qui pose évidemment la question des harmonies, comment on pourrait mesurer évidemment ces harmonies. Eh bien, il est clair qu'aujourd'hui, nous avons là des questions sur lesquelles les réponses sont loin d'être suffisantes et des questions sur lesquelles nous devons nous poser, enfin nous pencher. Les travaux de Sfez donc, ont nourri l'orientation générale de ce colloque dont je viens de parler. Je voudrais faire un mot maintenant sur la relation située de ce colloque, c'est-à-dire la mobilisation d'un territoire, d'une région en particulier, c'est-à-dire la région aquitaine, dans la prise de parti concernant les orientations que je viens de définir. Avec Pierre Museau, nous avions un désir ancien d'organiser ce colloque. Il se fait aujourd'hui à Bordeaux et j'y vois l'inscription d'un débat prolongé depuis la Révolution française. Faut-il souligner l'originalité girondine dans la façon de poser la question de la centralité et de l'État? Le retour de la question du local dans ce territoire, la Gironde, me semble pas du tout un hasard. Un ensemble de publications témoigne de cette sensibilité d'une région aquitaine pour la décentralisation depuis la Révolution. Aujourd'hui, le colloque se propose d'aborder la question du local dans un contexte d'une loi nouvelle de décentralisation. Ça a déjà été dit, cette nouvelle vague, évidemment, troisième vague, est une vague qui pose des questions importantes, qui en fait s'inscrivent déjà depuis un rapport d'Ichard des années 70 qu'il s'intitulait « Vivre ensemble ». Et on a là déjà une question qui n'est pas nouvelle, et je dois dire que les progressions n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes, et la question de l'objet local se repose manifestement. Alors, sur ces trois mots et ce lieu, qui était mon premier temps, je voudrais maintenant arriver à mon premier moment, qui est en fait la reprise de la question de l'objet local, donc telle qu'elle a été formulée dans le premier colloque de 1975. Lucien Sfez commençait en écrivant la chose suivante. Pourquoi aujourd'hui une réflexion sur l'objet local? Parce que l'ordre naturel des choses a changé, parce que le schéma habituel de la représentation ne nous est plus d'aucun secours. Le diagnostic qu'il pose en 75, je le relis parce qu'il me semble intéressant. Pourquoi aujourd'hui une réflexion sur l'objet local? Parce que l'ordre naturel des choses a changé, parce que le schéma habituel de la représentation ne nous est plus d'aucun secours. J'y vois là, en fait, une résonance avec les temps contemporains. C'est pour ça que nous avons choisi de mettre dans le titre l'objet local à l'heure des réseaux. Et cette résonance, en fait, a deux conséquences importantes. Le local met en crise la notion de représentation classique, c'est-à-dire, en fait, la notion de décision gouvernante qui répondrait aux besoins des gouvernés, c'est-à-dire grâce à un bon système, comme le dit et écrit Lucien Sfez, de communication. Aujourd'hui, la question se pose évidemment d'une articulation nouvelle entre les dimensions politiques, les dimensions économiques et les dimensions de l'administration. Et en fait, pour tenter ces réponses nouvelles, dans le cadre de ce que j'ai appelé tout à l'heure, disons, une théorie de l'innovation comme création collective et non pas comme destruction créatrice, eh bien, on pourrait envisager, dans la configuration que nous avons choisie, eh bien, de mettre en place un dialogue fécond qui pourrait être, dans la perspective, dans la poursuite de ce qu'avait fait Lucien Sfez, de mettre en
en regard des discours qui viennent d'origines différentes, c'est-à-dire des discours qui viennent d'élus politiques, des discours qui viennent d'administrateurs, des discours qui viennent d'entrepreneurs, des discours qui viennent de spécialistes du monde académique. L'originalité du colloque de 75 résidait donc à la fois dans sa thématique de recherche, mais aussi dans un dialogue entre les personnes, et il semble qu'aujourd'hui, la complexité du thème repose la question de l'objet global, et nous avons choisi, dans cette filiation, de réarticuler des discours interdisciplinaires, non seulement interdisciplinaires, mais je dirais intersecteurs, intersectants presque, entre, disons, des gens de la production, des gens du monde académique et des gens du monde politique. Il me semble que là, on a, disons, un triangle fondamental pour réaliser peut-être ce qui pourrait être souhaitable, c'est-à-dire en fait une innovation soutenable et pourquoi pas harmonieuse. Mon deuxième point, ça serait effectivement de partir donc cette fois-ci, non pas de la conclusion, enfin de l'introduction du colloque, mais de sa conclusion. C'est-à-dire de reprendre ce que disait à la fin du colloque Lucien Sphèse, je vais le citer très rapidement, il disait la chose suivante à l'issue de la réponse à la question que j'ai citée 2 fois tout à l'heure, enfin la citation que j'ai citée 2 fois tout à l'heure. Il dit le local est mobile et transversal, il travaille les multipossibles, il peut favoriser la naissance d'une société de composition, et ça me semble très intéressant. Lucien Sphèse qui va nous rejoindre. Vous attendez ici. Bonjour. Vous arrivez à un moment où je vous citais, donc j'espère que la citation est bonne. Société de composition, d'ailleurs qui était en lien avec Jacques Attali, je crois, à l'époque. Oui, tout à fait. Alors je continue cette citation qui me semble intéressante, qui concluait en fait le travail sur l'objet local, où chaque unité autogérée pourrait innover à sa guise, et il peut aussi servir la société molle dans laquelle nous vivons, où toutes les justifications sont permises. N'y voyez pas une remarque sur l'actualité, où tous les signes dérivent et s'inversent les uns dans les autres. Il ne faut pas réifier le local, il n'a pas d'existence en tant qu'objet, c'est là la principale conclusion du colloque après une longue quête. L'idée aujourd'hui, c'est de reprendre évidemment ces conclusions, et peut-être tout à l'heure le professeur Sphèse nous dira sa pensée sur peut-être les conclusions qu'il porterait aujourd'hui, peut-être différentes, sur la question de l'objet local. Donc aujourd'hui, nous retrouvons l'interrogation initiale posée dans ce colloque, c'est-à-dire la crise de la représentation politique et de ses enjeux en termes de structure et de liberté, autour par exemple des notions de gouvernance, des notions de subsidiarité. Nous pourrons aussi nous demander si le local, sans le réifier dans une opposition au global, n'est pas un objet transversal de première importance qui nous permet évidemment de réarticuler différentes dimensions de la politique éclatée. Autrement dit, l'objet local pourrait être, peut-être, ça serait une hypothèse positive dans laquelle je situerais ce que j'ai appelé tout à l'heure le modèle d'une innovation comme création collective, en citant François Pérou, le local en fait comme coordination des décisions qui serait d'une certaine façon surcodée par une politique symbolique. Afin d'envisager cette relation du local et du global, eh bien, je passerai à mon deuxième moment, c'est-à-dire en fait à l'idée des 2 thèses qu'opposait d'une certaine façon, Lucien Sphèse, et à l'évolution du statut de l'objet global entre les années 70 et les années contemporaines. Autrement dit, est-ce qu'on pourrait passer d'une politique éclatée à une politique recomposée, qui serait la perspective à travers laquelle il y aurait une différence entre la pensée du global dans les années 70, du local dans les années 70 et la pensée du local dans les années, disons, 2010. Le local dans les années 70 a des mots. Centralisation, décentralisation, concentration. Aujourd'hui, le local a d'autres mots qui sont des mots-clés. Mondialisation, globalisation, localisation. Il me semble qu'autour de ces mots, il y a des variantes très fortes.
on peut partir d'une différence notable. La revendication du global dans les années 70, c'est un régionalisme, d'une certaine façon, qui cherche à s'enraciner face au national. Cette revendication reposait sur une volonté d'un groupe d'avoir un pouvoir sur leur vie, d'une proximité nouvelle. Aujourd'hui, évidemment, la dimension du local trouve un autre problème, dans celui de son insertion dans des échelles spatiales, c'est le dimensionnement dont je parlais tout à l'heure, entre le local et le mondial. Une modification profonde des échelles territoriales apparaît. La notion même d'hyperdimension a été pensée, j'en dirai deux mots tout à l'heure, par quelqu'un qui s'appelle, Robert Escarpit. Pour penser cette relation au global et au local, dès les années 70, en fait, Sfez disait mais que le local se déploie toujours dans son dehors. Le local ne peut s'appréhender qu'en termes de limitation réciproque d'activité, je cite. Donc il est clair que dès les années 70, la reconnaissance, dit-il, des loci, entre guillemets, doivent être communicants, c'est-à-dire capables de changer leurs limites dans un continuel mouvement. Et je cite encore, désagrégation du local, regroupement en d'autres locales, perméabilité des loci au spatium national. Aujourd'hui, évidemment, il n'y aurait presque rien à changer, sauf que le spatium n'est plus national, il est mondial. Et il continue en disant, il ne doit pas perdre ses limites, son moi, le local, reterritorialisation, et là il citait, je pense, Deleuze et Guattari dans ses inspirations. Nous sommes aujourd'hui, évidemment, à la recherche d'une reterritorialisation qui soit un modèle dont ce qu'on pourrait appeler un territoire, un modèle de développement spécifique, qui ne soit pas un modèle de développement générique, qui serait le même, en fait, pour toutes les, pour tous les territoires. L'idée d'un territoire spécifique se pose évidemment autour de la notion de perte de solidarité organique qui se constitue aujourd'hui dans la relation difficile que l'État entretient avec l'Europe. Il s'agit évidemment, dans la perspective qui est la nôtre, probablement d'envisager dans ce modèle, disons, d'innovation comme création collective, une autre forme que j'appellerais de solidarité dynamique, qui s'opposerait à la solidarité organique dont nous sommes en train aujourd'hui de voir, disons, la faiblesse en intensité. Cette solidarité dynamique pourrait être, disons, un des objectifs de l'échelle locale qui recomposerait ces interrelations face au global. Ceci, dans cette solidarité sociétale, dans cette dynamique qui serait pas qu'économique, mais qui serait aussi économique fondamentalement et situé dans un modèle de développement dont j'ai dit quelque chose, eh bien nous aurions là, disons, des réponses face au désenchantement du monde contemporain. Donc, afin d'exposer deux thèses rapidement, dans lesquelles le local a été pensé, en fait, il y a une première thèse sur laquelle, dans les années 70, je vais passer très très vite. 3 minutes, 5 minutes. Première thèse, c'est la thèse, en fait, que vous avez appelée la ruse à l'époque, c'est-à-dire, en fait, l'idée de la figure de la décentralisation. L'État renforce son rôle en se défaisant d'une partie de ses fonctions pour regagner en efficacité. C'est-à-dire, d'une certaine manière, qu'il revient à substituer un pouvoir de gestion, un pouvoir de contrôle et d'impulsion par la mise en concurrence, entre guillemets, des territoires. En fait, dans l'analyse que nous proposait Sfez, elle était, je pense, assez proche de celle de Renaud Epstein aujourd'hui, qui a analysé la nouvelle politique en fait du précédent gouvernement, qui consistait à mettre en concurrence les territoires, plutôt qu'en fait à essayer de développer des modèles spécifiques, disons, de territoire. La deuxième thèse, qui serait la thèse que j'entendrais plutôt défendre et qui, à mon avis, est une thèse où la décentralisation dépend cette fois d'une relation nouvelle entre l'État, l'Europe et les régions dans le cadre de l'invènement d'une grande dimension. C'est une possibilité évidemment d'organiser un lien entre le local et l'État à partir d'une réforme des institutions. Et là, il faudrait citer le travail de grands juristes, Duguit, Oriou, cette réforme des institutions qui organise une mise en œuvre de nouveaux équipements collectifs. Aujourd'hui, évidemment, la question des équipements de l'espace humain, pour citer Brodel, doivent être renouvelés par des équipements de pouvoir. Je citerai Fourquet, qui avait fait un travail très intéressant sur les équipements de pouvoir, pour agencer les bases d'un nouveau modèle de développement durable qui comprend un volet participatif, donc politique, mais aussi un volet économique, l'innovation dont j'ai parlé, et un volet sociétal, ce que j'appellerais en fait l'attractivité par un style de vie. Pas simplement l'attractivité par, disons, une approche quantitative. Ce n'est donc plus le paradigme de la modernisation
qui primerait, comme éloignement du monde, comme non prise en considération de l'environnement, mais celui en fait d'un paradigme d'un écosystème vertueux, reposant évidemment sur différentes mobilisations collectives. Ce modèle localisé de développement territorialisé, il ne s'agit plus d'opposer l'administré à l'administrant, mais d'essayer de chercher une composition, un agencement complexe, dans un paradigme qui aujourd'hui, on entend souvent, disons, résonner dans nos oreilles sans qu'il ait toujours une consistance véritable, c'est le paradigme du co-développement, co-conception, coopération. Il me semble que là, nous avons à donner un statut fort, disons, à des modalités, disons, organisationnelles du paradigme du co. La mise en place de nouvelles valeurs de développement implique donc aussi, dans cette perspective, ce que Lucien Sfez appelait une multifinalité et une multirationalité, qui sont des concepts importants développés dans sa critique de la décision. C'est pas simple. On dit qu'on est dans un monde complexe et le modèle local territorialisé ira dans, disons, la perspective de la reconnaissance de ces multifinalités et multirationalités. Alors, je fais, avant de terminer, un point sur l'idée de l'hyperdimension, et je voudrais citer ce que Escarpit appelle un axiome. Je dis ça parce que Escarpit a été très important pour les sciences de l'information et de la communication. Il a été professeur émérite, grand chercheur, président de l'université de Bordeaux 3. Voilà ce que disait Escarpit dans son axiome qui me donne à penser aujourd'hui. La grande dimension fait disparaître la petite dimension, l'hyperdimension fait réapparaître la petite dimension. Il disait ça dans son ouvrage Théorie de l'information et pratique politique de 81, qui est son dernier ouvrage publié. Je le redis parce que c'est très important à mon avis. La grande dimension fait disparaître la petite dimension, l'hyperdimension, c'est-à-dire en fait aujourd'hui les dimensions qui sont portées par les technologies numériques, fait réapparaître la petite dimension. Et pour moi, la petite dimension, c'est l'objet local. Pour terminer enfin, deux orientations, disons, sur ce que pourrait être ce modèle de développement territorial, localisé, produisant une innovation, je retrouve le mot innovation dont j'ai parlé au début, qui permettrait évidemment de donner un pouvoir aux régions, de définir des régions en fait comme des régions intelligentes, comme dirait Pierre Welz, ou encore comme des régions où en fait l'objectif serait de développer les capacités des habitants, les capacités en fait des êtres vivants dans cette région. Donc le système local de développement pourrait être à la recherche d'un modèle d'innovation collective. L'innovation à l'œuvre dans ce modèle localisé prend différentes dimensions. Il s'agirait évidemment d'établir un ordre de grandeur et de mesures qui pourraient s'établir à l'aune de nouveaux critères, des externalités positives, une mesure du bien-être, ceci pour stimuler une attractivité territoriale qui met en avant un territoire contributif basé sur la ressource des acteurs. La question se pose aussi des transferts. Transferts de pouvoir, transferts de compétences, transferts qui peuvent être accompagnés, je dirais rapidement, par les technologies du numérique. Les technologies ne sont pas instituantes, mais les technologies peuvent fabriquer du transfert, contribuer évidemment à ce développement territorial dont je parlais tout à l'heure. Deux orientations pour finir, qui seraient en fait des orientations de principe et puis deux chantiers. Première orientation, c'est concevoir le territoire comme aménagement à partir d'un design territorial. Le design territorial, évidemment, on entend beaucoup parler aujourd'hui. Les collectivités locales ne doivent pas devenir des États miniatures, mais au contraire se baser sur des projets qui associent la région, dit Rousset, ou encore la métropolisation, dit Vincent Feltès. Le problème, dans des ouvrages qui ont été publiés d'ailleurs en dialogue avec Viard, le professeur Viard qui sera là demain. Le problème, évidemment, c'est celui d'une vision et aussi d'indicateurs, je dirais, j'oserais, d'un bonheur partagé à construire dans une création collective. La promesse d'un bonheur partagé, il faut s'en méfier évidemment, mais on peut la construire si on est comptable d'un ordre de mesure et d'un ordre de grandeur qui nous amène autre part que sur une pente qui est vertigineuse. L'idée, cette première orientation, passerait par ce qu'on avait écrit avec le professeur Béraud sur probablement la conception renouvelée d'une création d'une comptabilité collective. Comptabilité collective qui ferait le bilan, en fait, des externalités positives et négatives dans un schéma de développement territorial. Il me semble là que nous avons des choses à créer du point de vue de la accountability, comme disent les anglo-saxons, mais dans une perspective qui serait celle, en fait, d'un partage, d'un bonheur partagé. Deuxième point, deuxième orientation générale, c'est l'idée de substituer au couple contrôle, distribution et subvention, un couple qui serait celui de la valorisation
investissement. Quand je dis valorisation, c'est évidemment toutes les valorisations, toutes les chaînes de valeur, pas simplement la chaîne de valeur de porteur. Et en particulier, dans cette chaîne de valorisation, j'entends raisonner le développement de la valeur humaine, de la richesse de l'homme, de la richesse des capacités ou des capacités, comme dirait Amartya Sen. La nouvelle figure de ce modèle local, dans cette perspective de substitution au couple contrôle-distribution de subventions, le couple valorisation-investissement, pose un problème majeur, évidemment, de légitimation politique. Il doit poser, évidemment, sur une théorie d'un nouvel agir, je dirais sur une nouvelle politique symbolique, au sens où le professeur Sfez en parlait. Face à la destruction de la communauté organique de l'État, il nous faut réorganiser une communauté dynamique qui agence des collectifs dans un territoire à des échelles, disons, différentes et spatiales. Sur ces deux orientations générales, je voudrais finir par deux chantiers. Le premier chantier qui serait en fait la valorisation d'un territoire intelligent, qui est une formulation qui permettrait de rencontrer autrement peut-être ce qui a déjà été dit par Forêt, par exemple, dans, disons, l'économie de la connaissance. C'est l'idée d'envisager un premier vecteur, un premier chantier, c'est la relation entre l'innovation, au sens de ce qui a été dit tout à l'heure comme création d'une innovation et d'une invention, dans le cadre, évidemment, d'une territorialité spécifique et pas générique. Le modèle générique est développé par Coulas, par exemple, c'est-à-dire en fait le même modèle partout, alors que là, il s'agirait de repenser, évidemment, dans cette perspective de l'innovation et du numérique, de nouveaux services, de nouveaux usages, dans tous les secteurs de la vie, travail, santé, loisirs, tout ça en prenant en compte la création d'une valeur ajoutée, mais aussi partagée dans un style de vie à inventer. Je dirais en fait simplement un European Way of Life, ou peut-être même un développement, disons, un style de vie territorialisé. Donc ça, c'était le premier chantier. Deuxième chantier, c'est, le professeur Béraud en parlera tout à l'heure, je crois cet après-midi, le concept d'industrie de territoire. Il existe des industries non délocalisables, et ces industries de territoire devraient être peut-être probablement une réflexion sur le modèle des clusters. Il est clair que sur le modèle des clusters, nous avons fait assez peu de progrès, disons, depuis le coup de génie de Marshall. Et aussi sa reprise, comment dire, par Schumpeter, qui sont grosso modo, je simplifie évidemment dans le temps qui m'est imparti, mais qui sont quand même les modèles dominants, qui sont des modèles, disons, individualistes. Et l'idée de la création collective, dont parlait, comment dire, François Pérou, eh bien, pose la question d'un modèle de cluster neuf, de mise en réseau, et en particulier de mise en réseau des petites et moyennes entreprises, qui doivent se développer dans, disons, des phénomènes de grappe, et aussi dans un environnement probablement juridique où la figure de l'entrepreneur ne doit pas être simplement une figure individuelle de l'entrepreneur, mais une figure collective de l'entrepreneur. Une figure collective, je dirais, de l'entrepreneuriat, ce qui pose de grandes questions juridiques. Et là, je revenais sur le problème de la pensée du droit aujourd'hui, du droit public, mais c'est une autre question. Donc en fait, pour terminer, sur ces industries de territoire, eh bien, nous avons là deux chantiers avec l'innovation qui nous permettrait peut-être, eh bien, de donner un contenu aujourd'hui aux métropoles, aux régions, d'essayer de replacer au centre la question de la souveraineté dans l'éclatement politique, avec évidemment un arbitrage, peut-être un équilibre à faire entre des concepts importants comme ceux de fédération, d'intégration régionale, de logique supranationale. Et je terminerai sur une dernière question. L'objet local peut-il contribuer à fonder une nouvelle organicité dans un monde polycentrique? La question demeure ouverte, c'est la question que nous allons traiter pendant les 2 jours. Merci. Bonjour et merci de l'organisation de ce colloque et de cet accueil. Alors, je voudrais, moi, parler de l'imaginaire local à l'heure des réseaux. Et pour introduire, je voudrais rappeler 2 colloques interdisciplinaires tenus sur cet objet étrange qu'est le local, l'un qui a été évoqué de 1975, l'autre de 1991, comme si tous les 15 ans, 20 ans, il fallait faire le point sur ces mutations. D'abord, bien sûr, le colloque pionnier, organisé par Lucien Sfez en 1975 sur l'objet local, et son contexte particulier, dominé par les références structuralistes et néo-marxistes, avec Gramsci et Althusser, qui étaient évoqués dans le colloque, ou avec les thèses de Lefebvre et de Castells sur l'urbanisme et la ville. À l'époque, la toute-puissance de la datar, l'importance de la prospective, mais aussi la première crise du pétrole, l'absence de décentralisation, après notamment l'échec du référendum de 1969 sur les régions et le départ du général, les prémices de la crise de la représentation,
qui servit de toile de fond d'ailleurs à la problématique de ce colloque. Et comme l'indiquait Lucien Sfez dans son introduction, je vais le citer aussi, je le cite, « Si le local est représenté au niveau de la nation, il existe, sinon il n'est qu'une pure fiction. » Et réciproquement, je le cite encore, « Le local est fabriqué pour faire fonctionner la représentation. » À cette problématique de la représentation, Lucien Sfez associait aussi celle de la communication. Car, je le cite, les loci, les lieux, doivent être communicants, c'est-à-dire capables de changer leurs limites dans un continuel mouvement. Sans doute, la problématique de la communication des lieux, démultipliée et éclatée, s'est-elle imposée par la suite avec la crise aggravée de la représentation et les deux vagues de décentralisation. Second colloque, organisé 15 ans plus tard par le groupe local et politique de l'Association française de sciences politiques à Paris en mai 1991, à l'initiative d'Albert Mabilot, qui fut professeur à l'Université de Bordeaux, auteur de nombreux travaux et ouvrages sur le problème local et auxquels il faut ici rendre hommage. Et Mabilot écrivait en 1999, je le cite, « La reconsidération du local amène sa reconnaissance et sa légitimation par les acteurs politiques et de la société civile, aussi bien que par le monde scientifique. » Le local est désormais reconnu et même célébré, je dirais, comme objet politique et scientifique. Il sert de laboratoire, voire de modèle, dans une vision moins pyramidale que réticulaire, moins liée à la problématique de la représentation qu'à celle de la communication et des réseaux. En effet, avec l'explosion des technologies d'information et de communication, de l'Internet, des réseaux sociaux, mais aussi avec les décentralisations, la mondialisation, l'élargissement de l'Europe par rapport à 1975, surtout après la chute du mur de Berlin, tout semble avoir changé depuis ce colloque pionnier. Alors, je voudrais partir du texte final qui a été introduit dans la publication des actes du colloque sur l'objet local, dirigé par Lucien Sfez, c'est-à-dire sur ce dernier texte qui avait été fourni au titre des réflexions dites post-colloque par Yves Sturdzé, que je qualifierais volontiers de visionnaire. Son texte a suscité deux séries de réflexions que je vous livre ici, comme pour prolonger la fin de l'ouvrage par l'ouverture de ce colloque. La première, donc, sur l'imaginaire du local, formule de Sturdzé, reprise d'ailleurs par Mabilot, qui avait évoqué à son tour la création, je le cite, d'un véritable imaginaire du local. Et la deuxième réflexion sur l'objet local et sa technologisation, à l'heure justement des réseaux, concept de référence du même Yves Sturdzé. Alors d'abord, l'imaginaire du local. Alors, selon le mot qui est célèbre de Ferdinand de Saussure, le point de vue crée l'objet. L'objet local est soumis à des représentations sociales et à des imaginaires. Alors, est-ce que c'est un effet d'optique ou de trompe-l'œil? Le local sert de point de vue pour la construction en perspective du point de fuite qui est le central. Sturdzé définissait le local, je le cite, comme une floculation fantasmagorique fleurie dans les entrelacs structurels de la puissance. L'imaginaire du local est, comme tout imaginaire, ambivalent, voire biface. Je voudrais souligner très vite quelques traits caractéristiques. 6. 1. Considéré pendant longtemps comme le symbole du conservatisme social, sorte de conservatoire des traditions, le local est devenu, notamment chez les économistes, la source de nouvelles formes de développement et même un lieu d'innovation, à l'instar des clusters allemands ou des districts italiens. Je cite Pierre-Henri Déric, « Le local est, dit-il, le milieu incubateur d'innovation et porteur de modernité ». Ainsi, dans les années 2000, se sont multipliés en France les pôles de compétitivité concentrant laboratoires, universités et industries à des fins d'innovation. Donc, tous en quête des technosuccès mythiques de la Silicon Valley ou de Bangalore. Alors, tradition et innovation. Deuxième couple caractéristique, longtemps dévalorisé, le local est désormais célébré, voire fétichisé. Le local est à la fois attrayant et efficace. Small is beautiful et small is efficient. Les vagues successives de décentralisation depuis les lois de 82, puis la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003, qui a fixé dans l'article 1 de la Constitution
le principe d'une organisation décentralisée. Ces vagues successives ont valorisé et célébré le local. Et désormais, le local est, selon le mot d'un politiste britannique, Jack Eward, sacralisé. Troisième caractéristique, pendant longtemps, le local a été défini de l'extérieur, négativement, par ce qu'il n'était pas. Hier par rapport à l'État national et depuis par rapport à l'Europe ou au mondial. Évoquer le local, c'est en creux le définir comme la périphérie d'un centre, national ou européen. Il y a une extériorité du point de vue sur l'objet local. Le local est perçu comme un contre-pouvoir ou une antithèse. Et Mabillot avait eu ce mot. Désormais, on serait plutôt enclin à considérer le local en synthèse. Avec le local, triomphe la proximité, le terrain, le quotidien, le vécu. Ce serait un laboratoire pour l'action. Et selon la célèbre formule qui avait été proposée par René Dubos en 1972 et qui est devenue une injonction managériale, penser global, agir local. Quatrième ambivalence ou ambiguïté, le local est-il un objet de recherche ou un objet pour la recherche ? En effet, le local est à la fois un objet politique posé face au national ou au global, et en même temps un objet heuristique opposé au général. Marc Ablès souligne qu'à côté du couple local-global ou local-national, il existe un autre duo, celui du savoir local opposé au savoir général. Et l'analyse localisée, entre guillemets, peut permettre l'approfondissement pour une généralisation ultérieure. Le local est un laboratoire qui peut servir à la modélisation, un lieu d'observation, voire un paradigme. Et pour citer Chambard-Deleuve, penser le local pour comprendre le global. En ce sens, Claude Sorbet a souligné qu'on serait passé de l'objet local à la question locale. C'est moins l'objet local en soi qui mériterait d'être interrogé que plus modestement la progression du savoir par l'intermédiaire du local. Dès 1973, Clifford Geertz distinguait l'étude du village de l'étude dans le village. Et pour Sorbet, il s'agit donc d'utiliser le local, je le cite, comme un révélateur critique des savoirs disciplinaires particuliers. Et il distingue à son tour le fait de parler du local et de parler dans le local. Pour lui, ce serait l'analyse des savoirs et des pratiques dans le local, plutôt que le regard sur le local, qui serait désormais prioritaire. La théorie du local n'aurait même plus beaucoup d'intérêt. Cinquième caractéristique, l'imaginaire du local, pendant longtemps, a été inscrit dans une vision pyramidale hiérarchisée, comme un élément de la base du monument étatique. Et désormais, il est associé à une vision horizontale, un nœud dans un tissu, un lieu et un moment dans un réseau, une intersection, un carrefour, dans une trame horizontale indéfinie. Sixième trait de cet imaginaire du local, il est dynamique, il a une histoire. Et dans un article intitulé « Les perspectives d'action publique autour d'un local reconsidéré », Mabillot constatait qu'après la décentralisation, il existait une multiplicité des politiques publiques locales et même, je le cite, un imaginaire survalorisé du local. Et il distinguait déjà 3 moments dans cette généalogie depuis la Révolution française. D'abord, ce qu'il nommait le local escamoté, du fait de la domination d'un État unitaire et centralisé qui perdura jusque dans les années 1960. C'est l'idéologie jacobine de l'État-nation pour laquelle la modernité, c'est la centralité. En même temps, il notait la persistance de ce qu'il appelait un local en filigrane. Je dirais pour ma part d'un local en résistance, ce que les historiens nomment la rémanence des lieux, avec la force de l'esprit de clocher ou du terroir, en résistance ou en persistance. Puis à partir des années post-68, 1968, qui plaident pour le vivre et travailler au pays, ce que Mabillot nommait le local reconsidéré. Un local qui se fortifie dans les défaillances successives de l'État-providence et la fin des Trente Glorieuses. Et j'ajouterais bien à cette généalogie de Mabillot un 4e moment, après les années 1980, celle dite par Georges Ballandier de la grande transformation, marquée par, je cite encore Ballandier, la technologisation généralisée et accélérée de nos sociétés. Le local donc sacralisé, le local démultiplié grâce aux décentralisations,
générant la multiplicité des échelles avec le fameux millefeuille territorial et la multiplicité des politiques publiques locales. Désormais, c'est plutôt l'État-nation qui est escamoté, pris en tenaille entre le local et le supranational. L'état de lassitude, comme dit bien Pierre Legendre, alors que le local serait le lieu privilégié de l'action publique, voire de la démocratie. Et le local est doublement fétichisé, à la fois en politique et dans les sciences sociales. Les qualificatifs, disait Mabillot, ne manquent pas pour spécifier le local dans une perspective de modélisation au sein de l'univers scientifique, depuis la fétichisation jusqu'à la sacralisation. Et donc si le colloque inaugural de 1975 cherchait à cerner et à désigner l'objet local, on peut dire que désormais il a triomphé. Son triomphe serait aussi celui de sa dissolution, au profit notamment de la question locale. Ainsi, Jacques Lagroix affirmait en 1991, je le cite, que le temps des grands affrontements théoriques sur le local comme objet scientifique circonscrivant un champ particulier de recherche paraît bien révolu. Claude Sorbet soulignait que le local, je le cite, demeure le lieu athéorique par excellence. En tant que tel, le local n'a pas de théorie au sens où on peut parler d'une théorie de l'État. Jean-Claude Tenig dit pour sa part, le local reste un objet scientifique mou, et Mabillot un objet scientifique toujours fuyant. Et Gilles Pinson pose frontalement la question, a-t-on encore besoin de la notion de local? Bref, exit l'objet local. Deuxième série de réflexions, l'imaginaire du local dans les réseaux. Alors pourquoi aujourd'hui ce retour à l'objet local? Certes, il s'agit de rendre hommage au travail pionnier de Lucien Sfez, que je veux remercier particulièrement pour être venu et participer à ce colloque. Mais au-delà, il s'agit de revisiter cet objet local d'un point de vue technico-économique, à l'heure des réseaux techniques et de son rôle économique dans l'innovation. Là encore, la malice de Yves Sturze peut servir de guide. Et pour traiter de l'objet local par contournement, Sturze abordait la matérialisation de l'imaginaire du local dans un objet physique. Il avait choisi l'automobile. Je le cite, « Tenons la voiture pour le seul objet local ». Il convoquait même son ancêtre, le cheval de Troie, comme objet symbole du local. Je le cite encore, « L'auto » ou la coagulation enfin réussie du fantasme local. L'auto, au sens large, est associée à l'autonomie et à la dépendance, celle des flux et des contraintes de circulation. Alors aujourd'hui, je me suis demandé quel serait l'objet local qui coagulerait cet imaginaire du local. Ce serait probablement le smartphone, ce téléphone mobile ou portable individuel devenu indispensable à chacun, avec écran tactile, connecté à une multitude de réseaux. Cet objet qui répond à la question du lieu, du locus, justement. T'es où? Pour reprendre le titre du best-seller de Maurizio Ferraris. Et d'ailleurs, telle était l'intuition de Sturze, qui écrivait toujours dans ce texte du colloque de référence, je le cite, « Le satellite, voici l'hypostase de l'objet local. Plus d'autonomie ou de dépendance, mais un réseau sans lequel l'engin se volatilise. Il faut au local un réseau, sans lequel il se volatilise. Le réseau sépare et relie à la fois, permettant de rétablir la dualité autonomie-dépendance que la voiture avait symbolisée. Le contrepoint indispensable à la définition du local est moins le central que le réseau, ce lien des lieux. D'ailleurs, ne nommait-on pas le cœur du réseau de télécommunications, de téléphonie, le commutateur, un central? Le smartphone offre ses outils de localisation et de connexion. Carte dynamique, Google Maps, Google Earth, Google Street, avec parcours calculé en temps réel, connexion aux applications et aux réseaux sociaux, et outils de géolocalisation bientôt associés à des capteurs pour former un local 2.0. Avec cet objet local mobile, chacun porte ses bulles privées sur soi, demeure connecté et peut à tout moment reconfigurer ses rencontres et ses opportunités. Cet objet local est un commutateur, un créateur permanent de rencontres en mobilité, ce que Dominique Boulier nomme l'habitel, qui permet de s'orienter dans des offres concurrentes. Je cite Boulier, une commutation instantanée entre divers mondes sociaux. Hier, le local, c'était la citadelle, les remparts, l'enfermement, et il fallait la ruse du cheval de Troie pour y pénétrer. Ce fut ensuite l'accessibilité, les ouvertures,
le règne de la connectivité et de l'automobile, ce que soulignait précisément Sturze, on passe aujourd'hui du paradigme de l'auto à celui de l'inter, de l'automobile à l'internet, de l'autonomie à l'international. Désormais, l'objet local permet la connexion instantanée et la commutation dans et avec des territoires fluides, instables, incertains, l'insertion dans des interterritorialités et des intermédiations, comme les nomme Martin Vanier. Les frontières deviennent floues, les découpages, les emboîtements s'estompent, les représentations et les cartographies traditionnelles des espaces-temps se brouillent, les territoires se multiplient, se superposent, se recomposent et sont confrontés à l'hybridation avec le cyberespace. Désormais, l'alter ego du local est moins le central que les autres locaux, les autres loci, via les réseaux, via le cloud, le cyberespace. Le local n'est plus le composant de la base fixe d'une pyramide stable, mais le nœud flottant d'un réseau de lieux en recomposition permanente. Moins de verticalité et plus d'inter et d'hybride, de cocktail modal, social ou économique. Un rapport de coopération-compétition, de coopétition, comme disent les économistes, qui définit les relations entre ces lieux. Alors, ce paradigme technico-économique, celui que Legendre appelle la technoscience, qui caractérise ce qu'il appelle aussi le dogme managérial, ce paradigme technico-économique, combinant à la fois compétitivité économique et cohésion sociale, via les réseaux et les archipels, s'impose au local soumis à une double injonction de la mise en réseau et de l'innovation. Avec le passage de l'économie industrielle à l'économie matérielle, selon les termes du rapport de Jean-Pierre Jouyet et Maurice Lévy, et la stratégie européenne dite de Lisbonne, le développement de l'économie fondée sur le savoir, entre guillemets, tend à combiner trois actions: l'investissement en formation et en R&D, le développement des TIC et des systèmes d'information, et la croissance et le partage des innovations. Cette économie de la connaissance, comme on la qualifie, est censée obéir à un double mouvement territorial dont le local serait le pivot. Le premier est la polarisation de la production des connaissances, déjà identifiée par l'économie industrielle, qui s'accélère autour des campus universitaires et des grands centres de recherche industrielle. Ces pôles d'intelligence, là encore entre guillemets, bassins de compétences très concentrés, combinent recherche, industrie, université, qualité d'organisation. Ils sont devenus en France des pôles de compétitivité depuis 2005, et cela résulterait, comme le disait Franck, de la fameuse atmosphère industrielle de Marshall, ou plus prosaïquement de l'effet cafétéria, qui permet les connaissances informelles et dont le succès de la Silicon Valley donne la référence. Le second mouvement de localisation-délocalisation est lié à l'organisation et à la stratégie des entreprises en réseau, avec une dispersion mondiale de leur implantation et de leurs compétences, et le déploiement international de la R&D pour capter les bases cognitives des pays d'accueil et diffuser la culture d'innovation afin de conquérir des marchés. Les économistes parlent des externalités de connaissances, de l'économie d'agglomération, permise par la concentration des activités et des industries innovantes, expliquant ces mécanismes de polarisation. Alors désormais, la primauté des lieux se combine à la souveraineté des liens. La souveraineté de la connexion devient le pouvoir stratégique, même si les réseaux demeurent des puissances fragiles. Cela renforce l'importance des lieux et la vision d'un aménagement du territoire polycentrique, fait de polarités connectées et de flux entre des lieux. Cette représentation d'une géographie des flux, associée à la vision d'une société liquide, comme dit Bauman, remet en cause l'hégémonie du paradigme de la maille et suscite la dilatation des espaces représentés. Cela signifie que nous manions simultanément deux logiques, celle du territoire, faite de maillage et de treillage, selon la formule de Roger Brunet, et celle des réseaux et du cyberespace en construction et en reconfiguration permanente. Pour terminer, et afin d'identifier cette articulation du local et du cyberespace, on pourrait proposer justement la notion d'hyperlocal ou de local augmenté. Ce néologisme désigne le territoire amplifié et élargi par les réseaux et les innovations. D'une part, le local est augmenté en extension, étendu au-delà de ses frontières physiques, englobant une formation sociale à géométrie et à temporalité variable,
qui réunit des communautés et des collectivités dont les territoires de référence ne sont plus nécessairement contigus. Et d'autre part, le local est augmenté de manière intensive, quand les capacités d'action et de rencontre des acteurs sont amplifiées grâce aux ressources offertes par les réseaux téléinformatiques et les systèmes d'information. J'insiste sur les systèmes d'information qui en fait deviennent aujourd'hui les véritables systèmes de production. La notion de territoire ou de local augmenté est plus productive que celle de territoire numérique, car elle met l'accent sur les acteurs et les activités plus que sur les infrastructures réticulaires. Alors on peut avoir deux visions de cet objet local connecté et augmenté. Celle techno-optimiste qui aurait été celle de Yves Sturdzé, pour qui la figure du réseau permettrait de sortir enfin de ce qu'il nommait, je le cite, le local éclaté et assujetti, ou bien celle techno-pessimiste de Pierre Legendre, qui entrevoit une reféodalisation du monde, mais en réseau. Je vous remercie de votre attention.